finalement, au tout début, pour commencer, je vais vous parler du contexte de l'article 25. Et là, vous voyez donc que je me suis permis d'afficher le contenu de ce texte qu'on va regarder ensemble. Et puis après, je vous donnerai un petit peu les différents éléments qui constituent cet article 25. Donc, l'article 25, il arrive à la fin dans les dernières dispositions du pacte sur la partie des droits substantiels. À la fin de la partie où on a les différentes libertés d'association, d'expression, d'association et puis d'expression. Et il arrive un petit peu comme une sorte de point final sur la manière de fonctionner des différents articles. Certains disent que c'est un peu le droit des droits, c'est-à-dire qu'il va permettre, cet article, d'organiser la vie publique d'un pays donné. Donc, il se lit de la manière suivante. Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune discrimination visée à l'article 2, et sans restriction déraisonnable et là il y a 3 parties et on va les voir en plus en détail. 1, ne prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis. Petit deuxième alinéa, de voter et d'être élu au cours des élections périodiques honnêtes au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. Et puis le point 3, d'accéder dans des conditions générales d'égalité aux fonctions publiques de son pays. Donc ça, c'est le contenu de l'article 25. Et puis, maintenant, nous allons passer en revue les différents éléments qui le constituent et voir comment ces éléments s'appliquent dans le cadre du PDCP, comment est-ce que le Comité des droits de l'homme l'a compris, non seulement à travers son observation générale sur l'article 25, mais également à travers les différents examens des pays. Et puis, je vous donnerai des cas concrets, des exemples concrets. Et puis, à la fin, on se rapportera à la recommandation qui est plus spécifiquement sur Haïti. Il n'y en a pas eu sur le Togo cette année, mais en tout cas, il y en a eu une sur Haïti en 2014. Donc, on la prendra en revue. Puis après, on pourra passer à la situation aux situations nationales. Donc, la portée de l'article 25, voilà les différents éléments. Et puis, je vous mets ce PowerPoint, mais moi, je vais directement passer sur mon propre document. Et puis, ça me permet de vous donner quelques éléments factuels sur cet article 25. Peut-être d'abord, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est un article qui est très régulièrement abordé durant les examens devant les comités. Si on prend les statistiques depuis 2000 à 2019, on estime qu'il y a eu 201 examens d'État et que dans 80% de ces examens, on a évoqué la question des affaires publiques. Donc, dans 80% des examens, on a évoqué la question des affaires, du droit de participation aux affaires publiques et on a fait référence à l'article 25. Et cette référence est en forte augmentation. Entre les années 2000, je dirais, à 2015, il y a eu entre 0 et 20 références. Et à partir de 2015, c'est monté en flèche. Et maintenant, on a en moyenne entre 40 et 50 observations, références dans la même année sur la question de l'article 25. Alors, des fois, il y a plusieurs références sur un même pays. Évidemment que si, par exemple, il y a 2 recommandations sur un article 25, ou bien un article 25 en lien avec d'autres articles, on verra après que c'est possible aussi, eh bien, nous, on a compté une double référence, mais pour vous dire qu'en tout cas, que l'augmentation, elle est très importante. En termes de vision géographique par rapport à cet article 25, la majorité des pays dans lesquels l'article 25 est mentionné, c'est les pays d'Afrique, où on a 39% des occurrences. Et puis après, dans une moindre mesure, l'Europe, 25%, l'Asie, 23%, l'Amérique du Nord, 8%,
et l'Océanie 1%. Et l'Amérique du Sud, alors je ne sais pas s'il faut mettre Haïti dans l'Amérique du Sud ou pas, ça je n'ai jamais très bien compris. Mais en tout cas, dans l'Amérique du Sud, on a 5% des occurrences. Donc, vous voyez que l'essentiel des occurrences, c'est en Afrique et en Europe et en Asie, et après dans une moindre mesure dans les autres régions. Alors maintenant, quand on parle de la portée de cet article que je viens de lire avant, il y a quelques éléments clés que je voudrais vous donner. Le premier, c'est que cet article il consacre le principe des élections, donc il consacre le principe de la démocratie, c'est-à-dire que la meilleure manière d'organiser les affaires publiques d'un État, c'est de choisir ses représentants ou de procéder à l'élection de ses représentants. Donc ça, c'est un principe de base. Et vous savez, il y a une maxime qui dit que la démocratie, c'est le pire moyen pour gérer les affaires d'un État, à l'exception de tous les autres. Et donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux et plus efficace que la démocratie et le corollaire, les élections. Et donc ça, ce principe-là, il a été entériné par le pacte et par l'article 25 du pacte. Donc, c'est ce que je disais avant, on a l'impression qu'on peut dire que qu'il est au cœur des différents droits et que certains utilisent cette expression du droit des droits, c'est-à-dire que pour que les autres droits puissent s'organiser, il faut qu'il y ait ce droit-là qui soit réalisé. Il permet la réalisation justement de tous les autres droits et il est au cœur même du processus qui permet un cadre qui soit favorable aux droits de l'homme dans un pays donné. Alors, cet article 25, il ne se limite pas aux élections et il prévoit des activités qui sont non électorales, notamment le paragraphe C, dont on va parler après, et qui prévoit aussi la capacité d'organiser ces élections. Donc, le contexte des élections n'est pas uniquement le moment du vote, mais toute la procédure qui précède le vote et d'une certaine manière la procédure qui le suit également, en tout cas entre la partie où on vote et la partie où on annonce les résultats et le cas échéant, on fait recours. Donc, le premier paragraphe, c'est vraiment le paragraphe d'ordre général. Il concerne la participation à la vie publique en général. Et donc, si on se réfère à l'observation générale qui est en lien avec l'article 25, celle-ci précise « La direction des affaires publiques est une notion vaste qui a trait à l'exercice des pouvoirs législatifs, exécutifs et administratifs, l'attribution des pouvoirs et les moyens par lesquels les citoyens exercent le droit de participer à la direction des affaires publiques est protégée par l'article 25 et doit être déterminée par des lois constitutionnelles ou autres. » Ça veut donc dire que finalement, on ne se limite pas, comme je disais avant, au processus d'élection, mais on englobe dans ce processus toute participation aux affaires publiques et il y a une dimension de droit administratif qui, dans ce contexte, est très importante. Le paragraphe B, alors là, on revient vraiment sur la question des élections et de participer aux affaires publiques. Donc, le paragraphe B explique comment les citoyens peuvent exercer leur droit à participer directement aux affaires publiques, soit en choisissant des membres qui vont avoir un rôle au niveau du législatif ou de l'exécutif. Ça, c'est la première partie. Soit en agissant directement, et par exemple, on peut penser à l'organisation des référendums ou des votations sur une initiative populaire. Donc, ça dépend des pays, évidemment. Nous, par exemple, en Suisse, on vote au niveau local et au niveau national de manière très fréquente, pas uniquement contre une loi quand on a un référendum. Donc, si la population, on ne fait pas trancher uniquement la population si on s'oppose à une loi qui a été adoptée par le Parlement. Mais on a aussi un droit d'initiative, c'est-à-dire que si la population réunit suffisamment de signatures du peuple suisse, eh bien, on peut voter sur cette loi. Donc, on a un droit d'initiative au niveau des citoyens. Donc, vous voyez qu'en fait, ce n'est pas uniquement une question d'organiser les affaires publiques, ce n'est pas uniquement une question d'organiser des élections pour des représentants, mais aussi
dans certains pays, de pouvoir prendre directement part à des questions qui sont posées à travers un vote. Ça, c'est pour le deuxième paragraphe. Alors, ces élections, elles doivent être encadrées par des conditions spécifiques, on a vu dans l'article 25. Elles doivent être d'authentiques élections qui se tiennent périodiquement pour garantir que les représentants sont responsables devant les citoyens. Donc, il ne s'agit pas de faire une fois une élection puis après de ne plus en faire, mais de les organiser à intervalles réguliers. Et puis, l'autre élément qui est fondamental, que l'observation générale aussi précise, c'est que ces élections doivent être fiables et transparentes. Et donc, et pour reprendre l'expression de l'article, les élections honnêtes et libres doivent être organisées dans le cadre de la loi. Et ces élections doivent être honnêtes et libres dans le processus, mais aussi dans la manière dont les candidats peuvent ou pas se présenter pour ce processus électoral. Et puis, la question de l'honnêteté, et ça on va en voir plus en détail après, c'est aussi d'avoir accès à l'information pour que les personnes puissent voter, donc se forger une opinion de manière indépendante. Et puis le dernier paragraphe, c'est le paragraphe C, qui traite des droits et de la possibilité pour les citoyens d'avoir accès dans des conditions générales d'égalité au poste de la fonction publique. Donc là, on sort de la question des élections, mais on se dirige plutôt vers l'égalité de traitement pour que les personnes puissent avoir un poste dans l'administration publique et participer aux activités de fonction publique. Donc là, c'est la question de l'égalité et de la non-discrimination comporte d'abord les procédures de nomination, de promotion, de suspension et de révocation qui doivent contenir des objectifs qui soient raisonnables. Et puis, le principe de l'égalité des chances et de mérite qui doivent s'appliquer. Donc, pas de, j'allais dire, entre guillemets, copinage pour faire passer certaines personnes à certains postes de l'administration. Les États sont autorisés à limiter l'exercice des droits protégés par l'article 25. Alors, par exemple, concrètement, on peut imaginer qu'il y ait un âge minimum pour voter ou pour se présenter. Ça, c'est deux catégories qui sont les deux limites qui sont les plus évidentes dans le cas de l'article 25. Mais bien entendu, le comité est très sensible et vérifie que les critères ne soient pas discriminatoires ou illégaux. Par exemple, on ne peut pas interdire de se présenter ou de voter sur des critères comme, par exemple, l'instruction. On ne pourrait pas limiter les votes à certaines personnes uniquement qui ont un niveau d'études supérieur. On ne pourrait pas non plus limiter les personnes en fonction de leur résidence. On ne pourrait pas dire uniquement les personnes de cette région peuvent voter et pas les autres. Ou les questions d'ascendance ou d'affiliation politique. Ça, bien entendu, ce sont des restrictions que le comité ne validera pas. Et puis, il est important aussi d'avoir de ne pas utiliser des critères qu'on dirait déraisonnables, comme par exemple les questions de fortune. Ou alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui est dans l'écho. Il faudrait que tout le monde coupe bien son micro, comme ça on n'a pas d'écho. Merci. L'autre exemple, c'est quand les personnes, et ça c'est par contre beaucoup plus discuté parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne l'appliquent pas, c'est les personnes qui sont privées de liberté, est-ce qu'en même temps qu'elles ont été condamnées ou durant la période où elles purgent leur peine, est-ce qu'elles sont déchues ou pas de leurs droits civils et politiques, enfin leurs droits politiques en l'occurrence, et bien là, le comité est aussi très clair. En tout cas, il a déjà repris, notamment je parle du Royaume-Uni, sur ces questions-là, en particulier quand les personnes ont fini de purger leur peine, mais qu'elles sont encore déchues de leurs droits politiques. Enfin, pour terminer, je ne vais pas être trop long, mais trois autres éléments qui sont importants. Vous allez remarquer que l'article 25 est limité aux citoyens et pas aux individus. Donc, dans beaucoup d'autres dispositions du pacte, on a une référence aux individus et dans le cadre précis de cet article, on a une référence aux citoyens. Donc, ça veut dire des personnes qui sont régulièrement établies sur le territoire et qui ont ce droit de vote. La seule limite étant qu'on ne va pas discriminer sur une raison autre que la régularité du citoyen sur son territoire. Donc, on peut le limiter, par exemple, à uniquement une question de nationalité, mais bien entendu, on ne peut pas limiter
sur d'autres critères, comme par exemple la race, la couleur, le sexe ou la langue. Et puis, encore 2-3 éléments d'obligation positive que les États doivent faire pour mettre en œuvre cet article 25. Alors, je vous en dis quelques-unes qui sont les principales. D'abord, adopter des mesures législatives pour organiser ces élections, de telle sorte que l'article 25 puisse être effectif sur le niveau national. Il s'agit par exemple d'organiser tout ce qui est processus électoraux, de garantir que les personnes puissent jouir de ce droit, que ce soit par exemple des questions très pratiques comme l'accès des locaux de vote pour les personnes handicapées, l'accessibilité pour les personnes qui sont analphabètes. Ce sont des mesures qui doivent être prises, des mesures positives. Idem pour les questions linguistiques, s'assurer que les langues minoritaires soient également représentées dans les bulletins de vote pour que les personnes puissent comprendre de quoi ils se retournent. Et puis, des obligations plus traditionnelles comme l'interdiction de s'immiscer dans les processus pour l'État partie, pour l'exécutif de l'État en question. Et puis, bien entendu, garantir la jouissance d'autres droits qui permettent la pleine réalisation de l'article 25, notamment, je pense, à la liberté d'expression, garantir cette liberté d'expression dans le cadre du processus électoral, de liberté de réunion également et d'association pour que, d'une part, les partis politiques puissent s'exprimer et que tout à chacun puisse revendiquer ses idées. Donc, l'expression, la réunion dans le sens où les partis politiques puissent tenir des réunions physiques ou maintenant virtuelles de manière le plus facile possible, et association dans le sens où les partis politiques puissent se créer en association pour exister. Donc, l'entrave, elle est vraiment sur les trois niveaux. Un autre élément que le comité a pu aussi mentionner, c'est la nécessité d'assurer le secret dans le processus électoral, donc la garantie de la confidentialité du processus de vote. Et puis, le dernier élément, et ça on en parlera peut-être plus en détail après, c'est l'importance de créer une autorité électorale indépendante pour le processus électoral. Et c'est souvent des éléments qui ont tendance à crisper les différents processus électoraux, mais c'est un élément qui est incontournable pour la bonne tenue des élections. Donc maintenant, je vais vous passer en revue très brièvement quelques éléments qui sont un petit peu au cœur du processus électoral et qui sont en lien avec l'article 25. Je vais juste changer de slide. Donc, vous voyez, je vais passer en revue ces différents éléments. Le premier étant les violences et intimidations électorales. Donc, c'est ce que je disais avant en lien avec la liberté d'expression, de réunion et d'association. Le comité contrôle comment ces processus électoraux conduisent ou pas à des violations et des intimidations, violations qui peuvent avoir lieu avant le processus, bien souvent, et pendant le processus. Et là, on a le comité qui fait des recommandations régulières sur ces questions, notamment par exemple à la Guinée en 2018, où il s'était préoccupé des intimidations lors des élections de 2013. Donc, il recommande souvent dans ce cadre-là d'offrir une protection efficace à tous ceux qui suivent ces élections, notamment les journalistes, les militants des droits de l'homme, et de garantir qu'il n'y a pas d'intimidation ou de persécution dans la campagne, mais aussi durant les élections. Deuxième point, les fameuses commissions électorales et organes de gestion. Donc, comme je l'ai dit, c'est un élément qui est central dans l'examen de cet article 25. Et le comité l'a soulevé à 19 reprises en demandant de créer des commissions nationales électorales dans différents pays, que ce soit la Guinée, le Tadjikistan, la Tunisie, le Nigeria. À chaque fois, la question de l'indépendance de ces commissions a été soulevée.
Troisième élément, l'enregistrement et la participation des associations publiques. Donc, comme je disais avant, qui est au cœur même du processus électoral, dans la mesure où, si vous voulez avoir des élections qui soient transparentes et honnêtes, eh bien, l'un des moyens fondamentaux, c'est d'avoir des associations, enfin, des partis politiques qui peuvent se constituer en association. Et par exemple, si on prend les recommandations du Vietnam et de l'Érythrée, eh bien, le comité s'est préoccupé de l'interdiction de création des partis politiques dans ces deux pays. Donc, évidemment, que si les partis politiques ne peuvent pas être créés, eh bien, on peut imaginer que les élections ne sont pas honnêtes et transparentes. Ensuite, point suivant, l'exercice effectif du droit de vote. J'en ai parlé brièvement avant, mais je reviens sur deux éléments. Il faut que les électeurs aient la possibilité d'exercer ce droit. Et quand je dis possibilité, eh bien, ça veut dire que toutes les catégories, y compris les plus marginalisées, puissent avoir accès à ce droit. Donc, par exemple, on pourrait imaginer que quand il y a des populations qui sont victimes d'analphabétisme, qui ne sont pas en mesure ou d'illettrisme, eh bien, on choisira des systèmes avec des photographies ou des symboles pour que ces personnes-là puissent quand même voter, ou des images des candidats, par exemple. Et ça, typiquement, c'est une question qui est revenue aussi très fréquemment, y compris au niveau de cette question des images, la facilitation d'accès aux populations marginalisées. Ensuite, la question de se présenter aux élections. Donc, ce n'est pas que uniquement, comme je disais avant, de pouvoir participer aux élections, mais de avoir le droit de se présenter. Là, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de limites trop importantes et de conditions déraisonnables. Par exemple, le Burkina Faso, le comité a dit en 2016 que la généralité et l'imprécision de l'exclusion de plusieurs candidats à l'élection législative de 2015 avait été problématique et contraire à l'article 25. De même, en Iran, il y avait eu seulement 4 candidats sur les 450 potentiels qui avaient reçu leur validation. Eh bien là, on a considéré que les restrictions étaient beaucoup trop importantes. Ensuite, la question des élections libres, transparentes et équitables. Alors, c'est ce qu'on disait avant, la question des cycles électoraux. Et ça, je pense que ce sera particulièrement pertinent pour Haïti. Il ne s'agit pas uniquement d'organiser une fois une élection, mais le comité s'attend à avoir des élections de manière régulière, avec des processus qui soient libres, transparents et équitables. Et il a pu souligner différentes irrégularités dans certains processus électoraux, que ce soit au niveau de la durée, de la procédure et de la manière dont ces élections ont été organisées. On peut citer par exemple la Guinée équatoriale, l'Azerbaïdjan, la Macédoine du Nord, le Vietnam. Vous voyez qu'il y a différents pays, ça touche différentes régions. Et puis enfin, la question des financements. Alors ça, c'est un sujet qui est très important, qui est de plus en plus abordé par le comité. Des financements, sur la transparence de ces financements. On a eu plusieurs recommandations récemment sur le cadre juridique relatif au financement de ces campagnes, sur l'obligation des fois de déposer de l'argent pour pouvoir s'enregistrer comme candidat. Ça, c'est aussi une limite qui n'est pas accédée par le comité. Et puis, sur la manière dont les personnes privées et physiques peuvent ou pas financer une campagne d'un parti politique. Voilà, donc ça, c'était les éléments essentiels qui constituent finalement ces différentes périodes de la vie de la démocratie et des élections. Et puis, je finirai par la recommandation d'Haïti. Donc, comme je vous ai dit avant, il y avait une recommandation en 2014 pour Haïti. Je vais la lire. La participation aux affaires publiques. Le comité s'inquiète de ce que le cadre juridique permettant la tenue et le déroulement des élections législatives et municipales en Haïti n'a toujours pas été mis en place par l'État, et ce depuis 2011, date initialement prévue pour ces élections. Le comité considère qu'une telle situation prive les citoyens haïtiens de leur droit de voter et d'être élus au cours des élections périodiques en conformité avec le pacte. L'État partie devrait urgemment prendre des mesures nécessaires à l'organisation des élections
législatives et municipales qui auraient dû se tenir en 2011 afin de garantir un accès effectif aux droits des citoyens en vertu de l'article 25 du pacte. Alors, deux éléments sur cette recommandation. Le premier, c'est que si mes souvenirs sont bons, c'était une recommandation urgente du comité. Donc, c'est une recommandation prioritaire à l'époque en 2014. Et puis, et là, je parle sous le contrôle des collègues d'IT. Il y a eu des élections par la suite, donc après l'examen, si je me souviens bien, en 2015, vous allez me corriger si je me trompe, ou en 2016. Mais depuis, on se retrouve, si j'ai bien compris, dans la même situation où maintenant, les élections qui devaient avoir lieu n'ont pas eu lieu et quelque part, peu au prou, si on change les dates de cette recommandation, on peut presque dire que cette recommandation reste d'actualité. En tout cas, le prochain cycle d'élection n'a pas eu lieu conformément à l'esprit, en tout cas de l'article 25, si ce n'est pas à la lettre de cette recommandation. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et sur le Togo, alors sur cette dernière session du comité, donc l'examen a eu lieu en juillet cette année, et d'après les observations finales, il n'y a pas de recommandation sur l'article 25, à tort ou à raison. À tort si nous, la société civile, on n'a pas fait notre plaidoyer sur cette question, ou si le comité n'a pas écouté la société civile sur cette question, ou à raison si cette problématique n'est peut-être plus vraiment une problématique centrale au Togo. Mais sur ce sujet, je me réjouis de pouvoir vous entendre et d'entendre votre feedback. Voilà, merci beaucoup.